Bonjour et bienvenue dans une nouvelle exploration. Spider-Man 3 sort le 1er mai 2007, rapportant plus de 894 millions de dollars au box-office mondial. Mais le film recevra un accueil mitigé de la part des critiques. En parallèle sort comme chaque film une adaptation en jeu vidéo. La rumeur d'un 4ème film se montre et un jeu original sort à la même période. Le jeu Spider-Man Le Règne des Ombres, une excellente adaptation originale, mais revenons-en en 2006 quand Sony annonce une nouvelle série animée. C'est alors qu'en 2008, Greg Weisman et Victor Cook sortent la nouvelle adaptation de L'Homme Araignée, une série animée avec le Spider-Man le plus spectaculaire. Ce nouveau Spider-Man est un banger pour tous ceux qui ont pu poser les yeux sur ce dessin animé. Le 2 octobre 1999 sort la série Spider-Man Unlimited. J'ai déjà présenté brièvement la série lors du dernier épisode, mais c'est surtout la série d'après qui va nous intéresser. Spider-Man Les Nouvelles Aventures, une série en 3D sortie sur MTV le 11 juillet 2003. Cette série devait normalement faire le lien entre le premier et le deuxième film Spider-Man de Sam Raimi. Une chose particulière avec cette série, c'était le côté très MTV et les séries un peu soap opéra pour ados des années 2000. Mais surtout la série était limitée par ce qu'il se passait dans la saga de films de Sam Raimi. Elle avait beaucoup de méchants originaux comme Turbojet, Chikata, le Talon ou encore les Jumeaux. Il y avait tout de même Kraven, le Lézard ou encore Electro. Malheureusement, la série demande trop de moyens et surtout trop de travail pour les équipes de production. Elle se termine seulement au bout d'une saison avec un cliffhanger jamais bouclé. Ensuite, silence radio pour l'animation. Mais en août 2006, une nouvelle division de Sony, spécialement pour les parties DVD, annonce une nouvelle série animée prévue pour sortir en DVD sur 4 disques en 3 épisodes chacun. Greg Weisman et Victor Cook étaient en charge du développement. C'est alors que le 18 juin 2007, on annonce la série Spectacular Spider-Man pour une sortie en début d'année 2008. L'animation est donnée à Dongwon Animation et à Moi Animation. Le groupe Thunderbox, quant à eux, sont les auteurs et interprètes du générique. Pour ce qui est du script, les producteurs ont pensé la série en 5 C. Contemporain, cohésion, cohérent, classique et iconique. Oui, je sais, c'est de la triche. Ils vont étudier très longuement et tous ensemble la mythologie de Spider-Man, surtout les personnages pour en garder la substantifique moelle. Cette série est incroyable, je dis ça pour pas dire spectaculaire. Honnêtement, les designs, l'animation, le scénario, les personnages et son générique, une pure merveille. Mais sinon, Spectacular Spider-Man, ça cause de quoi ? On suit encore une fois Peter Parker, mais ce n'est pas une origin story cette fois-ci. Peter est devenu Spider-Man depuis 6 mois. Il a 15 ans et est au lycée. Cette partie est très fidèle aux comics d'ailleurs. On le voit évoluer au rythme de son année scolaire, entre plusieurs love interests comme Gwen Stacy, Liz Allan ou encore Mary Jane Watson. Il doit maintenir son amitié avec Harry Osborn et Eddie Brock tout en faisant face à Flash Thompson. Mais en parallèle, Spider-Man doit faire face à de nouvelles menaces créées par le père de son meilleur ami Norman Osborn, mais aussi à l'ingérence du baron du crime Tombstone et de ses hommes de main, tout en surmontant l'arrivée du costume noir et donc de Venom. Sans oublier l'apparition d'un nouveau joueur dans la partie qui va mener une guerre des gangs contre Tombstone, le bouffon vert. Tout ça dans la première saison. Et dans la deuxième saison, on voit le retour de Venom, une guerre de gangs entre Tombstone et le grand parrain Silverman, mais aussi l'arrivée de Molten Man, de Kraven ou encore de Mysterio, avec en épisode final le combat et enfin la victoire de Spider-Man contre le bouffon vert. Pour en finir avec les intrigues de la saison 3, celle qui n'est jamais sortie, il devait apparaître comme adversaire déjà Cletus Kasady, alias Carnage, le super bouffon ou encore le chacal. Il y avait aussi des rumeurs d'une potentielle apparition de la Torche Humaine et de Daredevil. Le design de sa série a fait toute sa renommée. J'adore le design de Peter Parker. Les cheveux, les yeux, le physique. Un dessin différent mais qui est très fidèle. Il y a aussi ses vêtements
qui ont des petits détails un peu particuliers. Comme le côté pratique et non esthétique de sa tenue, une tenue ample et discrète qui permet de dissimuler son costume, mais aussi le petit détail de l'étiquette sortie qui suggère que son t-shirt est à l'envers et qui met en avant le côté un peu gauche de Peter. Mais c'est surtout son design en Spider-Man. Un peu comme avec Tobey Maguire en civil, on peut se dire que c'est Monsieur Tout-le-Monde, mais quand il devient Spider-Man, c'est là que la magie opère. Les couleurs, quand il est en mouvement, vraiment un bijou ce costume. Et il y a aussi son costume noir qui est aussi incroyable et qui évolue au fur et à mesure des épisodes. Magnifique. Cette série est devenue insurpassable pour moi. C'est un peu mon Tobey Maguire, mais pour les dessins animés. Mais aussi les scènes d'action de la série sont parmi les meilleures. Comment Spidey utilise non seulement ses pouvoirs, mais aussi son intelligence et son inventivité dans les combats. Même s'il prend une raclée en premier temps, il apprend et le combat suivant, il bat enfin son adversaire. L'essence de Spider-Man en somme. Et il y a 3 combats assez mémorables pour moi dans la série. Dans l'épisode 6 de la saison 1, Spidey affronte le Rhino. Au début, Peter est en difficulté, en effet, là où Alex O'Hearn était un malfrat facile à arrêter, là, son armure dermique le rend quasiment invulnérable. Même en le faisant tomber du haut du Daily Bugle, Spider-Man n'arrive qu'à le ralentir momentanément. C'est là que Peter comprend que cette armure constitue aussi sa faiblesse, car elle ne laisse pas son corps se réguler en chaleur. Spider-Man le fait s'évanouir grâce à une forte chaleur et une impossibilité de se refroidir, arrivant à vaincre un adversaire normalement invincible. Puis dans l'épisode 13 de la saison 2, l'épisode final, un combat entre Spider-Man et le Bouffon Vert, encore une fois. Il est à la fois fort car le scénario fait croire que c'est Harry sous le costume à cause de la globuline verte, le sérum qu'Harry buvait comme de la Red Bull pour réussir au football américain, avec la révélation que c'était Norman Osborn depuis le début, lui qui était un modèle et un mentor tout au long de cette saison 2, un Peter en grande difficulté mais qui arrive à vaincre le Bouffon, pour de bon avec l'idée qu'il a peut-être péri. Mais le combat le plus spectaculaire reste celui de l'épisode 11 de la saison 1. Peter porte le costume noir mais surtout ce nouveau costume surpuissant emmène Peter en patrouille alors qu'il dort. S'ensuit un combat contre les Sinister Six, une équipe composée de Shocker, Electro, l'Homme Sabre, Rhino, le Vautour et en tête le Docteur Octopus. Un combat où le symbiote est aux commandes, même si cela ne se passe pas sans difficulté pour le costume, il arrive à vaincre les 6 simultanément, là où Peter avait beaucoup plus de mal plus tôt dans l'épisode. Non seulement cette série était incroyable pour son scénario, son développement de ses personnages, son design, et aussi ses scènes d'action. Un bijou. La série a un autre moment marquant pour moi. L'épisode 4 de la saison 2 qui reprend la même scène que dans le Amazing Spider-Man numéro 33. Dans ce comic, Spider-Man est sous des tonnes de métal et d'eau pour tenter de récupérer un antidote pour Tante May. Et dans un élan de volonté, il arrive à soulever le tout et à sauver sa tante. Cette fois-ci, alors qu'il est sur le point d'abandonner, il se dépasse pour sauver Gwen, une scène tout aussi puissante que dans le comics. J'ai une anecdote. Dans le générique et dans la série, on voit Spidey voltiger entre les buildings. Certaines de ces voltiges sont calquées sur celles de Tobey Maguire dans la saga de Sam Raimi. Mais la ressemblance s'arrête là. Ce Spider-Man est le plus fidèle en termes de caractérisation. C'est Spider-Man. C'est rare qu'une adaptation arrive aussi bien à capturer autant l'essence de l'araignée. Que ce soit dans la vie civile de Peter, qui souhaiterait parfois être une star comme avec sa tentative de devenir une star du football, mais il préfère laisser Harry briller et surtout car il doit choisir entre la gloire de Peter ou les responsabilités de Spider-Man. Le choix est vite vu. Mais surtout lors des épisodes avec le symbiote, Peter cherche à se faire de l'argent pour sauver sa tante, et il va essayer de chercher un job en tant que Spider-Man auprès du baron du crime Tombstone. Mais au cours de l'épisode, il arrivera à vaincre l'influence du symbiote à travers un dialogue entre Peter, le symbiote et sa conscience sous la forme de l'oncle Ben. Je le répéterai pas assez, mais j'adore ce Spider-Man. Il a la fameuse chance des Parker, qui pourrit bien la vie de tous les Spider-Man. Autre grande force de ce Spider-Man, c'est son entourage. Tante May est parfaite. La sagesse, au même titre que son mari, l'oncle Ben, qui est malheureusement déjà mort depuis 6 mois au début de la série. Mais les conseils et sa bonté dont il a pu faire preuve guident Peter chaque jour, surtout quand il devait se battre contre le symbiote. Tous les deux, May et Ben, sont des boussoles morales pour Peter. Ils lui servent de guide, May pour sa vie en tant que Peter Parker et Ben pour les épreuves de Spider-Man. Peter peut aussi compter sur Harry Osborn, son ami depuis le collège. Ensemble, ils ont affronté les brimades de Flash Thompson, mais Harry, dû à la négligence de son père, se forcera à s'inoculer un sérum confectionné par Oscorp, la globuline verte, permettant à Harry d'avoir de meilleures performances que ce soit au lycée, mais aussi au football. Malheureusement, cela causera son éviction de l'équipe de foot pour Harry suite à la révélation de son dopage, et en plus son père lui fera porter le chapeau pour les actes du Bouffon Vert. Et lors du combat final, avec la mort apparente de son père, puis la confirmation à Gwen qu'il a bien lu ses messages d'intention de rupture, même si Peter, au final, sacrifie sa relation avec Gwen pour son ami Harry. Le jeune homme quittera New York avec un sentiment de vengeance envers Spider-Man. D'ailleurs, Gwen Stacy, parlons-en.
l'un des 3 intérêts amoureux de Peter au cours des 2 saisons. Elle est la meilleure amie de Peter, et leur relation va passer d'amitié à des tensions dues à des quiproquos, une amitié remplie d'ambiguïté qui amènera à s'avouer leurs sentiments, mais on sait comment ça finit. Sans oublier Mary Jane qui n'est pas le point central des romances de Peter. Même si on sent une ambiguïté différente de celle avec Gwen, elle est sa voisine, elle flirte avec Peter, elle n'engage aucune relation et Peter reste un ami avec qui il y a parfois un petit jeu de séduction mais sans plus. Et il y a Liz, avec qui Peter va avoir une relation assez longue. Elle sortait au départ avec Flash Thompson, le fameux tortionnaire de Peter. Donc Flash, J'ai manqué un ami de Peter, Eddie Brock. Cette version est assez intéressante car elle suit un peu la version Ultimate du personnage. Leurs parents étaient amis et Peter et Eddie aussi, comme la version Ultimate. Il est un peu un grand frère pour Peter, mais il est rongé par la jalousie car Peter avait un oncle et une tante pour l'élever et Eddie non. Et quand Peter commence à avoir une double vie, eh bien Eddie lui en veut de ne pas être là pour lui, pour Gwen et même pour MJ. Mais le point de rupture va s'atteindre quand Black Cat volera le symbiote qu'Eddie devait surveiller. Cela provoquera une aide profonde pour Spider-Man et pour Peter, qui aboutira par la fusion avec le symbiote et qui le transformera en Venom. Le monstre sera un véritable cauchemar pour la vie de Peter. Il connaît les 2 facettes et il va essayer de le détruire, jusqu'à ce que Peter arrive enfin à séparer le symbiote et Eddie. Enfin, c'est ce que Peter croit, mais pour ça, il y aurait dû avoir une suite. Pour les autres adversaires de ce Spider-Man, je ne peux pas citer l'entièreté de ses adversaires. C'est très fidèle aux comics et il y en a beaucoup. Je peux tout de même parler de Flint Marko et Alex O'Hearn. Ils sont 2 petits criminels qui tentent de travailler ensemble pour commettre des petits larcins, jusqu'à ce que Flint soit choisi en premier par le grand patron, qui n'est autre que Norman Osborn d'ailleurs, pour subir une expérience avec une armure à base de super silicium, qui va le transformer en homme sable. Puis Alex verra son corps être recouvert d'une armure en polymère hyper résistante, faisant de lui Rhino. Le fait d'avoir connecté ces 2 personnages est très intéressant, mais aussi les Enforcers, qui normalement sont un groupe de tueurs à gages avec Fancy Dan, expert en arts martiaux, Ox, qui est un strongman, et Montana, un expert du lasso. La série fait d'ailleurs 2 de nouveaux personnages. Ox reste lui-même, mais avec une super armure créée par le Tinkerer. Fancy Dan devient Ricochet, avec un costume permettant de rebondir à grande vitesse. Cette identité est normalement portée par Spider-Man. Et enfin, Montana, qui devient ni plus ni moins que Shocker. Ça, c'est ce que j'appelle adapter, fusionner plusieurs personnages, changer des choses, mais pour en faire quelque chose de plus pertinent. Je ne m'exprimerai pas non plus sur le Bouffon Vert et sur le Docteur Octopus, ils sont aussi bien adaptés que dans les films de Sam Raimi. Que dire de plus? Cette adaptation est la plus fidèle tout en étant la plus originale. C'est spectaculaire, tout simplement. Mais, comme dit plus tôt, au bout de 2 saisons, la série prendra fin, les droits seront vendus à Disney Marvel par Sony. Même s'il restait un petit espoir en 2010, elle est annulée et la série Ultimate Spider-Man prendra sa place. Mais les fans du spectaculaire Spider-Man verront son retour dans le film Across the Spider-Verse. Mais pour ce qui est de la suite pour l'araignée, alors que la nouvelle série animée fait son apparition et que le Spider-Man 4 de Sam Raimi est annulé depuis 2 ans, Sony annonce un nouveau film Spider-Man sur grand écran, un reboot avec un nouvel acteur, reboot tout simplement incroyable. Merci pour votre visionnage, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, partager, commenter. Moi je repars pour ma prochaine exploration. Salut!